Bonsoir à tous. Cette semaine dans Église du Monde, coup de projecteur sur l'Allemagne après les élections législatives qui auront reconduit pour un 4e mandat au poste de chancelière Angela Merkel, mais avec un score bien moindre qu'en 2013. Tandis que l'extrême droite a fait une percée historique au Bundestag. Alors une des causes de la redistribution des cartes au sein du Parlement, c'est la politique migratoire de la chancelière. Ce dossier sensible sera bien sûr au cœur des négociations complexes qui s'amorcent pour former un gouvernement de coalition avec les Verts et les libéraux, nous y reviendrons. Et puis fin septembre, les évêques allemands étaient réunis en assemblée plénière d'automne. Nous verrons quels sont les dossiers qui préoccupent, qui traversent l'Église allemande, mais aussi la société allemande, puisque on pense à l'adoption le 30 juin dernier, à l'adoption de la loi qui a autorisé le mariage homosexuel. Nous y reviendrons pour nous apporter un éclairage sur toutes ces questions. Eh bien, j'ai la joie d'accueillir le Père Martin Meyer. Père, bonsoir. Bonsoir. Un grand merci de nous avoir rejoints depuis Bruxelles. Vous êtes jésuite, vous êtes allemand et depuis 3 ans, vous travaillez pour le JESC, le Centre social jésuite européen, où vous exercez la fonction de secrétaire des affaires européennes. Vous avez été le directeur de l'équivalent de la revue mensuelle Études, fondée par la Compagnie de Jésus, célèbre revue. Eh bien, vous en avez été le directeur en Allemagne. Et puis, vous avez aussi des connexions avec l'Amérique latine, où vous vous rendez régulièrement. Vous avez publié notamment des ouvrages sur Monseigneur Romero. Alors on va se centrer, nous, précisément sur l'Allemagne aujourd'hui, et puis l'Allemagne dans cette Europe, avec votre regard. Justement, une première question pour un peu vous situer aussi dans vos fonctions et dans ces questions européennes. Vous êtes régulièrement en contact avec les instances européennes, le Parlement, la Commission notamment, mais aussi avec des chrétiens allemands. Comment est-ce qu'ils se situent dans le projet européen ? Quel projet porte-t-il aujourd'hui, selon vous ? Bon, je crois qu'il faut voir tout d'abord que les racines du projet européen, c'est des racines chrétiennes. Les pères fondateurs étaient en grande majorité des catholiques, Konrad Adenauer, Robert Schuman, Jean Monnet, Alcide de Gasperi. Et cette présence aussi de l'inspiration chrétienne, je crois qu'elle est toujours d'actualité, même s'il y a un processus aussi de sécularisation en Europe. Et elle est forte chez les Allemands, cette présence-là Oui, je crois qu'il y a quand même encore cette conscience qu'au fondement de l'Union européenne, c'était un projet de paix, de réconciliation. Ce qui était tout à fait capital, c'était la réconciliation franco-allemande. Bien sûr. Et après aussi la réconciliation allemande-polonaise avec une initiative qui venait des évêques polonais. Et je crois que c'est ça l'esprit de l'Union européenne et aussi cette idée de l'unité dans la diversité, ça vient de l'Église. C'est un principe aussi de l'Église. Et du côté allemand, il y a des contributions sur des questions européennes de l'association des laïcs, du Zentralkomitee der Deutschen Katholiken. Une instance importante. Oui, et l'actuel président de la COMECE, c'est la commission des conférences épiscopales des pays de l'Union européenne. C'est le cardinal Reinhard Marx, archevêque de Munich. Donc ça, c'est significatif aussi. Oui, et le cardinal Marx, comme président de la COMECE, évidemment, il prend la parole aussi sur les questions importantes de l'Union européenne. Alors on en vient au contexte post-élection chez vous, élections législatives qui se sont tenues le 24 septembre. Vous, en tant qu'Allemand, Père, comment vous voyez ces résultats sur la situation qui touche votre pays ? Bon, je dirais que je suis préoccupé.
je suis préoccupé spécialement pour le score du AfD, de ce parti d'extrême droite. Ça, c'est une nouveauté en Allemagne, qu'un parti de l'extrême droite fait un score au-dessus de 10%. C'était exactement 12,4% des voix. Et ils vont former une fraction importante dans le Parlement, dans le Bundestag. Et si se réalise cette coalition entre le parti d'Angela Merkel, le parti libéral et le parti des Verts, le AfD sera le deuxième parti dans l'opposition. Le SPD, le parti social-démocrate, a décidé de terminer la grande coalition et d'aller dans l'opposition. Donc ce sera le parti le plus fort et le AfD le deuxième de l'opposition. Oui. Donc ça vous préoccupe. Expliquez-nous un peu les ressorts de ce résultat. On imagine bien sûr qu'il y a la question de la politique d'immigration avec l'Allemagne qui a été le pays qui a accueilli le plus grand nombre de réfugiés à partir de 2015 au niveau européen. Oui. Plus d'1 million de réfugiés, 1,2 million, je crois. Donc ça, c'est l'une des causes essentielles de ce résultat, de cette percée de l'AfD ? Oui, certainement. Et il y a une instrumentalisation de la question des réfugiés par ce parti d'extrême droite. Et c'est ça qui me préoccupe. Et je crois que ça va contre ceux qui sont les principes de base aussi d'une vision chrétienne de la politique. Et en même temps, est-ce que cet objectif qu'avait fixé, je veux dire sans limite, Angela Merkel était tenable ? Est-ce que l'Allemagne a cette capacité d'accueil sans limite ? L'Allemagne a cette capacité d'accueil. C'est ce qui s'est montré, parce que c'était un défi. Évidemment, en 2015, c'était 1 million de réfugiés qui ont frappé à la porte. Et en ce moment, Angela Merkel, elle a pris cette position courageuse qu'elle disait qu'on est dans l'obligation de recevoir ces gens qui, en grande majorité, sont des réfugiés de guerre, de la Syrie, de l'Afghanistan et d'autres pays en situation de guerre. Et elle a prononcé cette phrase qui est devenue célèbre en allemand et même dans d'autres langues, « Wir schaffen das », nous y arriverons. Et je crois que l'Allemagne y est arrivée. Il y a eu une mobilisation aussi de la société civile. 10% des Allemands se sont engagés volontairement dans l'accueil des réfugiés. Ils les ont reçus dans leur famille. Ils ont donné des cours de langue et ils ont organisé des groupes pour favoriser l'intégration. Donc, il faut constater tout d'abord que ça a fonctionné. Oui, ça a fonctionné. Alors. Et après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un nombre beaucoup plus élevé de réfugiés allemands de la partie est de l'Allemagne qui ont été intégrés dans la société. Il y a toute cette histoire, évidemment. On se souvient aussi quand même de ces événements à Cologne, le 31 décembre, il y a 2 ans, de ces agressions qui ont mis en cause des migrants. Donc ça a aussi marqué, j'imagine, la société, peut-être infléchi cette position-là. Évidemment, ça a été un grand débat et c'est inacceptable ce qui s'est passé à Cologne. Mais en même temps, il faut voir que, il y a eu des réfugiés, des migrants qui sont devenus coupables. Mais en même temps, il y a des Allemands aussi qui commettent des crimes semblables. Et c'est toujours un peu aussi la question de l'ensemble. On ne peut pas dire tout court que les migrants, c'est des criminels. Et c'est ce qui est un peu le langage populiste de l'extrême droite en Allemagne. En tout cas, Angela Merkel elle-même a changé un petit peu sa politique avec cette décision de ces jours-ci concernant une limite à l'accueil annuel du nombre de demandeurs d'asile qui se situerait à 200 000.
Donc elle s'est mise d'accord avec le CSU. Ça fait partie aussi de ce processus post-électoral pour ensuite établir un gouvernement de coalition. Ces négociations, elles débutent le 18 octobre. Elles s'annoncent difficiles. C'est ce que nous explique Patrick Moreau, chercheur au CNRS, spécialiste des pays de langue allemande et des extrémismes politiques. Il répondait par téléphone aux questions de Gabriel Kerry. On en parle juste après. Et le principal problème, je dirais l'achoppement premier, c'est la question de l'immigration. L'Église a une position très très claire, que ce soit les protestants ou les catholiques. C'est encore plus vrai pour les catholiques. C'est la question. Ils considèrent à juste titre qu'on on ne peut pas empêcher les gens de venir. Enfin, donc ça, sur ce plan-là, c'est très très clair. Mais ça ne correspond absolument pas aux tendances profondes de la société allemande. Et plus vous allez aller vers l'est, plus le rejet de l'immigration est fort. Ça, c'est vraiment de plus en plus net. Donc, encore une fois, c'est une alchimie extrêmement complexe qui doit se mettre en place parce que il est évident pour un certain nombre de membres de l'élite politique que l'immigration incontrôlée n'est pas tenable sur le plan économique et social. Et d'un autre côté, on aura beaucoup de mal à arrêter l'immigration. Elle va continuer. Donc il faut trouver une formule dans laquelle l'Allemagne est en mesure, si vous voulez, de continuer à accueillir des gens sans provoquer une crise sociale très grave. Voilà les propos de Patrick Moreau, père, qui ne vont pas tout à fait dans le sens de ce que vous nous dites. Une réaction là-dessus, hein, il parle du risque d'une crise sociale. Oui, il est tout à fait juste de dire que plus on va à l'est en Allemagne, plus il y a des tendances de rejet aussi des migrants et cette situation économique de l'Allemagne de l'Est, oui, qui est plus difficile. Et qui est plus difficile et c'est aussi une question de fait que les migrants et les réfugiés, ils font peur à ceux qui sont en bas de l'échelle sociale parce que ils craignent que c'est eux qui vont occuper maintenant les emplois que nous occupons. Et en même temps, je crois qu'il y a toujours aussi ce phénomène d'instrumentalisation politique et de populisme. Et c'est ce qui me préoccupe. D'accord, cette évolution, ce paysage-là politique. Est-ce que cette limite annuelle, fixée à 200 000 demandeurs d'asile, sur laquelle Merkel et le CSU se sont entendus, est-ce que ça va faciliter les négociations de formation de ce gouvernement? Comment vous voyez les choses? Oui, il faut voir tout d'abord que là, il y a eu des différences au sein du parti de Angela Merkel et du CSU, qui est le parti conservateur régional de la Bavière, parti chrétien social. C'était déjà compliqué pour eux de se mettre d'accord. Oui, et le parti chrétien social, qui est plus à droite que la CDU, voulait fixer un plafond. C'est une discussion qui a eu lieu déjà depuis presque 2 ans, depuis 2015. Et Angela Merkel, elle a refusé, je crois avec de bonnes raisons, parce que le droit d'asile ne peut pas être plafonné. Alors qu'est-ce que ça signifie, donc, cette limite des 200 000 demandeurs d'asile? C'est plutôt une déclaration d'intention. D'accord. C'est pas scellé dans le marbre, alors. Oui, et en même temps, Angela Merkel, elle a fait cet exemple. Et une déclaration d'intention va recevoir jusqu'à 200 000 migrants et réfugiés et demandeurs d'asile. Et si on arrivait, et c'est peu probable qu'on va y arriver, parce que les chiffres de cette année indiquent qu'on n'arrivera pas aux 200 000. On sera au-dessus? Non, on sera au-dessous. On sera au-dessous. Mais supposons qu'on arrive aux 200 000, et il y a
d'autres qui frappent à la porte et qui demandent de l'asile selon la loi fondamentale, le Grundgesetz en Allemagne, et la Convention de Genève et le droit européen. L'Allemagne est obligée de les recevoir, au moins pour mettre à l'épreuve cette demande d'asile. D'accord. Donc c'est une estimation théorique qui peut bouger dans un sens ou dans l'autre selon la réalité de ce qui va se passer. Une nouveauté aussi par ce compromis entre les deux partis conservateurs, c'est que ils disent qu'il peut y avoir des situations extrêmes, des situations de détresse, comme on l'a vécu il y a 2 ans. Et dans une telle situation, c'est au Parlement de voter sur une modification de ce chiffre de 200 000. Donc, il y a des leviers. Oui, donc c'est flexible et ce n'est pas encore la position d'un futur gouvernement parce que Angela Merkel, elle commence seulement maintenant de négocier avec les libéraux et les Verts. Et des négociations qui vont durer probablement jusqu'à début janvier ? Oui. Donc c'est long. C'est long, oui, mais c'est nécessaire parce qu'il y a des positions qui sont encore très loin, spécialement entre le CSU, le Parti conservateur bavarois, et les Verts. Alors, Angela Merkel avait aussi parlé d'immigration devant les leaders religieux du monde entier qui étaient réunis à Münster le 10 septembre pour la rencontre interreligieuse de Sant'Egidio. Qu'est-ce qu'elle a dit en substance devant ces leaders ? Bon, elle a expliqué un peu sa position par rapport à la question des réfugiés, ce qui l'a motivé en 2015 de recevoir ceux qui, en ce moment, étaient dans une situation tout à fait inacceptable. Tout en y plaçant des limites aujourd'hui, avec pas mal de représentants de pays du Sud. Oui. Mais comme je dis, Angela Merkel, d'un côté, elle reconnaît que la capacité d'accueil de l'Allemagne n'est pas sans limite, mais d'autre part, elle maintient les engagements par rapport au droit d'asile. Alors on en vient aussi à cette actualité qui a touché l'épiscopat allemand. Fin septembre, s'est tenue l'assemblée plénière des évêques. Assemblée d'automne. C'est quoi les dossiers sur la table de l'épiscopat en ce moment ? C'est les questions d'actualité de l'Église, par exemple, comme la préparation du prochain synode en 2018, qui sera sur la jeunesse, foi et vocation. Ça, c'était un des thèmes. Bien sûr aussi la question de l'actualité politique. Le cardinal Marx il a fait un appel au désarmement verbal parce que du côté AfD, la soirée même des élections, un de ses leaders, Gauland, disait que maintenant on va chasser Angela Merkel. Je crois que c'est une terminologie tout à fait impossible dans le domaine politique. Et bien sûr, toujours la question des migrants et des réfugiés. Et dans les assemblées plénières, les évêques, ils choisissent un thème particulier et ils ont passé une demi-journée d'études sur la question de l'écologie et du développement intégral. Et bien sûr, c'est l'encyclique Laudato Si du pape François qui était l'objet de cette demi-journée d'études. Oui. Qu'est-ce qu'il en est ressorti ? Des prises de position et des déclarations d'intention, premièrement, d'appliquer les principes de l'encyclique Laudato Si pour un développement durable et pour un développement juste au sein de l'Église. Des projets concrets. Il y a dans les diocèses par exemple, des projets, par exemple, d'installer ce qui permet d'utiliser l'énergie solaire sur les toits de l'église. Ça existe déjà ou ça existe déjà, mais ça va continuer. Il y a dans les diocèses un chargé des questions de l'écologie. Vous êtes aussi un peu avant-gardiste, les Allemands, sur les questions écologiques.
Peut-être, oui, et je crois que ça serait un avant-gardisme tout à fait souhaitable. Il y a eu aussi ce dossier important avec l'adoption le 30 juin dernier du mariage homosexuel, une loi sur le mariage homosexuel en Allemagne. Nous, on a vu ce qui s'est passé en France, hein, ça a été des étapes difficiles, on a eu aussi une forte mobilisation avec la manif pour tous. Qu'est-ce qui s'est passé en Allemagne? Est-ce qu'il y a eu aussi des mobilisations du côté de la société civile? Je dirais qu'il y a eu un débat public assez vif et assez passionné aussi. Il y a eu des prises de position critiques aussi du côté de l'Église catholique, parce que l'Église catholique en Allemagne, elle défend le mariage entre hommes et femmes. Et elle a fait entendre sa voix, elle s'est située publiquement là-dessus? Oui, l'évêque qui est en charge des dossiers de famille, c'est l'archevêque de Berlin, Heiner Koch, et lui, il a clairement dit que pour l'Église catholique, le mariage, ça ne peut pas être mariage homosexuel, mais mariage entre hommes et femmes. Mais en même temps, il y a d'autres possibilités aussi d'union du même sexe. Et là, je crois que du côté de l'Église, il y a aussi une reconnaissance, mais on ne veut pas que c'est appelé mariage et c'est reconnu comme mariage. Quand vous dites reconnaissance, c'est que l'Église a pris acte de ces possibilités-là d'union, union civile peut-être, je ne sais pas comment elles sont. Oui, jusqu'ici c'était l'union civile de personnes du même sexe. Et l'Église se prononce contre le mariage. C'est ça la question décisive. Juste un mot pour terminer, vous parliez de l'actuel archevêque de Berlin. L'un de ses prédécesseurs, le cardinal Joachim Messner, est décédé en juillet. C'était une figure importante en Allemagne. C'était une figure importante dans l'Église allemande. Il était cardinal archevêque de Berlin, mais beaucoup plus longtemps après cardinal archevêque de Cologne. Et c'était le représentant d'une orientation conservatrice dans l'Église allemande. Merci beaucoup, Père Meyer, d'être venu nous apporter ces éléments de décryptage sur ce qui se passe en Allemagne, à la fois sur le plan politique, sur aussi ces questions de société. Nous poursuivrons bien sûr l'observation de ce qui va se dérouler dans les prochains mois, évidemment sur la formation de ce futur gouvernement. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur nos réseaux sociaux, sur ktotv.com également. Et très belle soirée à tous, à mercredi prochain. Au revoir. Au revoir.